tout d'abord, j'aimerais remercier GAC et puis surtout Mathieu de son invitation. Voilà, le plaisir d'intervenir devant vous aujourd'hui. Donc, on a parlé beaucoup de CO2, beaucoup de transition énergétique. Là, ce que je vous propose, c'est d'essayer de recontextualiser tout ça pour savoir un petit peu de quoi on parle et pourquoi on en parle. Voilà. Alors, avant de commencer la présentation, ce que j'aimerais vous proposer, c'est un petit questionnaire pour tester vos connaissances et vos compétences sur le sujet. Voilà. Et donc, alors il y a plusieurs questions qui vont s'afficher. Ce que je vous propose, c'est d'y répondre à main levée. Donc, n'ayez pas peur, il n'y a pas de problème. Alors, la première question, c'est, à votre avis, combien on a émis de CO2 dans l'atmosphère en 2018. Donc il y a 4 possibilités. 100 milliards de tonnes de CO2, c'est la première. 40 milliards pour la deuxième. 30 millions de tonnes pour la troisième. Ou 20 000 tonnes pour la quatrième possibilité. Alors, à votre avis, quelle est la bonne réponse? C'est un peu du qui veut gagner des millions. Alors là, il faut se lancer. La B, un million, la B, oui. Effectivement, la bonne réponse, c'est la B. 40 milliards de tonnes de CO2 émises en 2018. Ce chiffre-là a très légèrement baissé en 2020 compte tenu de la situation que vous connaissez et sont évidemment en 2021 immédiatement repartis à la hausse. Donc on est toujours dans cet ordre de grandeur. Deuxième question. Si nous souhaitons limiter le réchauffement climatique à 2 degrés en 2100, à votre avis, combien de CO2 on peut encore émettre dans l'atmosphère à partir d'aujourd'hui? C'est quoi notre budget carbone, si vous voulez? Alors, les mêmes unités, hein, donc on a 4100 milliards de tonnes, 2300 millions de tonnes, 1200 milliards ou 420 000 tonnes. Rappelez-vous la première réponse, hein, ça c'est une petite indication quand même. Donc ça fait 40 milliards de tonnes par an. À votre avis, notre budget c'est quoi? 420 ici, 420 000 tonnes donc. Ça veut dire qu'il faut très très vite. Il y a un petit problème. Alors, ouais, alors 2 300 000, ça fait 2,3 milliards. Donc, 4100. Alors, la bonne réponse, c'est ça. 1200 milliards de tonnes. Et donc, si vous faites un calcul rapide, au rythme où on va aujourd'hui, il nous reste, allez, 25 ans. Au rythme où on va aujourd'hui, et puis avant 25 ans, on arrête tout. Hein. Voilà. Bon, juste pour que vous l'ayez en tête. Alors, autre question. À votre avis, aujourd'hui, d'où viennent ces fameuses émissions dont on parle? Est-ce que c'est l'usage d'énergie fossile, donc pétrole, gaz, charbon? Est-ce que c'est la déforestation? Ou encore la dernière éruption solaire? Alors, j'ai la déforestation ici. Qui dit mieux? Oui, effectivement. La bonne réponse, c'est l'usage d'énergie fossile. Vous allez le voir, j'ai quelques graphiques à vous montrer qui, évidemment, a explosé depuis la révolution industrielle. D'abord le charbon, ensuite le pétrole, puis le gaz. Vous allez le voir, c'est assez colossal. Alors, autre question. À votre avis, aujourd'hui, dans toute l'énergie que nous consommons, quelle est la part de ces fameuses énergies fossiles en 1980 et aujourd'hui? Alors, en 1980, à votre avis, déjà, c'était quoi? La part des énergies fossiles dans toute l'énergie que nous consommons. 80? Ouais, bonne réponse. C'était 80 en 1980. Et aujourd'hui? Ah, mais il y en a qui ont déjà vu la conférence aussi, c'est fastoche. 80, voilà. Donc, on vous parle de transition énergétique, on vous parle de CO2, etc. Entre 1980 et aujourd'hui, la proportion n'a pas changé. Donc la transition énergétique, elle n'a pas commencé.
Ou alors, pas suffisamment. On va y venir, vous allez voir. Et enfin, j'aimerais vous poser la dernière question. À votre avis, donc, dans quelle proportion la température moyenne du globe va-t-elle augmenter par rapport à quand tout allait bien avant l'ère pré-industrielle? Okay, c'est de ça dont on parle. Donc, combien cette température va augmenter dans le scénario le plus optimiste du GIEC? Ok, le plus optimiste, en 2050. Donc, le GIEC fait un scénario optimiste, il dit en 2100, on montera à 2 degrés. Ok, ça c'est en 2100. Moi, je vous dis en 2050, donc dans 30 ans, quelle sera la température dans ce scénario optimiste? Alors, que ceux qui ont déjà vu la présentation se taisent à jamais. Alors, à votre avis, c'est quoi? Est-ce qu'on va être à 0,5, à 0,8? Est-ce qu'on va monter à 3,5 puis redescendre? À votre avis, c'est quoi? Est-ce qu'on sera aussi à 2 degrés? « 0,8 » Eh bien, non, c'est 2 degrés. Donc, en 2050, on passe à 2 degrés dans ce scénario optimiste et ensuite la température se stabilise. OK? La même chose pour le scénario pessimiste, où là, on tape les 6 degrés en 2100. La même réponse. Quoi que nous fassions aujourd'hui, je vais vous le montrer, quoi que nous fassions aujourd'hui, en 2050, il fait plus de degrés. Et c'est après que l'impact de nos actions aujourd'hui, qu'il y aura un effet. Donc quoi qu'il arrive, en 2050, on est à plus 2, et croyez-moi, plus 2, c'est pas rien. Vous le verrez. Et enfin, je crois que j'ai une dernière question, justement, pour contextualiser un peu ça. Alors, vous savez que dans le monde, on a connu des phases de glaciation et de déglaciation. Voilà, donc aujourd'hui, en l'occurrence, on n'est plus dans une ère glaciaire. Mais il y a 20 000 ans, c'était le cas. Il y a 20 000 ans, ici, c'était la Sibérie. Il n'y avait pas la Manche et on pouvait aller à pied en Angleterre. À votre avis, quel est l'écart de température entre cette dernière période glaciaire, donc il y a 20 000 ans, et aujourd'hui, à la surface du globe en moyenne? Combien de degrés il faisait de moins, il faisait plus froid, il y a 20 000 ans? 10 degrés? « 5 degrés. Donc, il y a 20 000 ans, il faisait moins 5 degrés par rapport à aujourd'hui. Ici, c'était la Sibérie. En Angleterre, en Écosse, il y avait un glacier. Il y en avait un autre en Scandinavie. On pouvait aller à pied. Imaginez-vous l'environnement dans lequel les premiers, enfin les hommes de, je ne sais plus quoi, de Néandertal ou Cro-Magnon vivaient. Hein, et voyez dans quel environnement on vit aujourd'hui, la différence. Voilà, donc ça, c'est pour vous dire que 2 degrés, c'est pas rien. Voilà, bon écoutez, je pense que là, c'est la fin des questions, j'en ai plus normalement. Donc je vais maintenant essayer un petit peu de vous dire comment est-ce qu'on arrive à tout ça et de vous montrer en fait que cette question de transition de carbone, d'énergie, donc voilà, c'est vraiment lié à la manière dont nos sociétés modernes se sont développées et qu'il va falloir, pour affronter ce problème, agir très fort et agir très vite. Voilà. Donc il y a quelques points, vous voyez. Déjà, je vais essayer de vous montrer que l'énergie, évidemment, c'est le facteur clé de notre développement. Nous n'aurions rien fait de tout ce qui nous entoure sans énergie. Je vais ensuite vous parler de la double contrainte carbone, qui est liée justement à cet usage d'énergie. Et enfin, essayer de vous introduire quelques notions sur le réchauffement climatique et vous montrer en quoi c'est vraiment pas sympa ce qui nous attend et qu'on a vraiment beaucoup intérêt à agir, comme je le disais, très fort et très vite. Alors, c'est parti pour la présentation. Donc déjà, la première chose, l'énergie. Qu'est-ce que c'est que l'énergie? Est-ce que quelqu'un veut se lancer pour une petite définition? Je vois que vous êtes un peu timide. L'énergie,
c'est la grandeur physique qui mesure le changement d'état d'un système. Pardon, là je vous replonge un petit peu dans des cours de sciences physiques, mais il faut bien avoir cette notion en tête, c'est que l'énergie, ça mesure le changement d'état d'un système. Donc dès que je déplace cette manette, dès que moi-même je me déplace, il y a à un moment donné de l'énergie qui intervient. Pas de déchets, c'est pas d'énergie, c'est un truc immuable. Okay, donc à chaque fois qu'il y a de la transformation, il y a nécessairement de l'énergie, il y a nécessairement du déchet. Okay, donc modification de la température, de la vitesse, de la forme, de la composition chimique, etc., etc. Tout ça, il y a nécessairement à un moment donné de l'énergie qui intervient. Okay, et cette énergie, sort pas de l'espace, il faut la transformer, la convertir pour pouvoir l'utiliser. Et donc, en utilisant un convertisseur, ça transforme donc cette source d'énergie soit en énergie mécanique, ce qu'on appelle du travail, soit en chaleur. Généralement les deux. OK ? Notre premier convertisseur, celui qu'on a eu à notre disposition, c'est notre propre corps. On mange, on s'alimente, d'accord, avec de la biomasse, voilà, des choses qu'on fait pousser ou qu'on élève, et on fait des muscles, et avec ces muscles-là, on a l'énergie mécanique, on peut faire des choses et transformer notre environnement. Bon. Sauf qu'on a trouvé un truc vachement mieux, à partir, on a déjà trouvé du bois qu'on a fait brûler, donc ça a fait de la chaleur, etc. etc. Donc, d'ailleurs, jusqu'en 1850, je vous annonce qu'on vivait dans une société 100% renouvelable, au passage. Mais en 1850, il y en a qui ont eu une très bonne idée, c'est-à-dire de faire brûler du charbon dans une chaudière pour produire de la vapeur, et la vapeur, la transformer en énergie mécanique, et puis c'est parti. Et aujourd'hui, eh bien, cette énergie nourrit des machines que nous avons construites et qui nous servent en fait à transformer, à démultiplier notre puissance pour transformer notre environnement. Là, vous voyez l'évolution de la consommation mondiale d'énergie primaire, hein, donc avant que une fraction soit transformée en électricité, j'y reviendrai, qui augmente d'une manière absolument colossale, vous voyez, à partir de 1850, mais surtout à partir de l'après-guerre, moment où on se met à utiliser très massivement du pétrole, vous voyez, et du gaz, et encore plus de charbon. Et tout ce qu'on a autour de nous, nos voitures, le fait de pouvoir se déplacer, l'étalement urbain, le fait de pouvoir habiter à 20 km du centre-ville, puis pouvoir y aller travailler, puis revenir le soir, le fait que ces grandes villes ne fassent rien pousser pour nourrir leurs habitants, mais que cette nourriture vienne d'ailleurs, etc., et qu'on la transporte, qu'on achète des iPhones en Chine, etc., etc., tout ça n'est possible que parce que nous avons eu accès à une quantité absolument phénoménale de pétrole, de gaz et de charbon, comme vous le voyez sur cet écran. En tout cas, retenez une chose, sans énergie, il n'y a pas d'activité économique. Imaginez-vous que demain, on ferme le robinet, plus de pétrole, toutes vos voitures, elles ne tournent plus. Je vous laisse imaginer les conséquences. Il y a une bonne manière de se rendre compte de ça. Là, vous avez peut-être en face de vous le meilleur modèle économique qui soit disponible, qui représente ce graphique, la production d'énergie primaire, production-consommation, c'est quasiment la même chose puisque modulo les stocks. Donc, la production d'énergie primaire et en ordonnée, enfin sur l'axe vertical, la création de richesse, le PIB mondial. Hein, et chaque point représente une année. Eh bien, vous voyez qu'il y a cet alignement assez spectaculaire, cette corrélation entre la consommation-production d'énergie et la création de richesse. Plus on a d'énergie, plus on fait tourner nos machines, plus on crée de richesse, etc., etc. Et donc ça, c'est un cercle, évidemment, alors vertueux, je ne sais pas si on peut dire qu'il est vertueux, mais en tout cas, la situation est celle-ci. Donc, le développement est absolument dépendant de cette disponibilité en ressources, et particulièrement en énergie. Et alors, je vous le disais, cette énergie aujourd'hui, quelle est-elle? Pétrole, gaz et charbon, à hauteur de 80% dans notre mix énergétique. 80%. Et vous voyez le total produit en 2019, il avoisine les
14 milliards de tonnes équivalent pétrole. C'est une unité qui nous permet de convertir toutes les sources d'énergie en unités. On convertit tout en équivalent pétrole. Voilà, 14 milliards de tonnes, c'est juste colossal. Voilà. Et ça, c'est ce qui fait tourner l'humanité, c'est ce qui fait tourner notre société moderne. Et puis alors ça, vous voyez, on pourrait dire, ah oui, mais nous, en France, on est bien... Alors oui, on est un peu mieux que les autres, c'est pas faux, parce qu'il se trouve que notre électricité n'est pas produite comme les Allemands ou comme les Chinois à partir de charbon. Alors les Allemands font quand même d'autres trucs que le charbon, je suis d'accord avec vous. Mais on a des modes de production d'électricité qui sont bas carbone. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas d'externalité, qu'ils ne posent pas de problème, mais en tout cas, ils ont le mérite d'être bas carbone. Les centrales nucléaires, ça n'émet pas de CO2, même s'il y a évidemment d'autres problèmes, mais en tout cas, c'est bas carbone. Voilà. Donc voilà un petit peu comment ça se passe dans le monde. Malgré tout, la France, elle tourne à 50% avec vous voyez, avec des fossiles, donc surtout du pétrole qui est utilisé dans les transports, vous vous en doutez, le gaz pas mal dans le chauffage des bâtiments, et un tout petit peu de charbon, c'est utilisé un peu dans les processus industriels, et on a encore 3 centrales au charbon en France. Voilà, mais vous voyez qu'en Europe, c'est 75% de fossiles, en Allemagne c'est 80%, aux États-Unis 86% et en Chine 88%. Donc tout ce que vous achetez en Chine, c'est fait avec du charbon, du pétrole et du gaz. Et surtout du charbon, vous voyez, à 63%. Donc ayez bien ça en tête, c'est très important. On est extrêmement dépendant de tout ça. On est complètement addict. Ce qui veut dire que on va aussi avoir beaucoup de difficultés à en sortir. Et c'est pour ça qu'il va falloir faire beaucoup d'efforts. Donc c'est la première chose que vous devez retenir aujourd'hui, enfin pour cette présentation en tout cas, c'est que l'énergie, c'est le principal déterminant de l'activité économique. Sans énergie, il n'y a pas d'activité. Plus on a d'énergie, plus il y a d'activité. Et donc tout ce qu'on a aujourd'hui, c'est grâce à ça. Et que deuxièmement, cette énergie, aujourd'hui, c'est surtout du fossile. Et que ça a véritablement irrigué tous les secteurs de l'économie. Alors, c'est quoi le problème, du coup? Le problème, c'est que cet usage d'énergie nous place dans une double contrainte. Une contrainte amont, qui est liée à la disponibilité de cette énergie, parce que vous allez le voir, jusqu'à preuve du contraire, ce ne sont pas des énergies renouvelables, en tout cas à l'échelle du temps humain. Et la deuxième chose, c'est que brûler du pétrole, du gaz et du charbon, eh bien, ça entraîne le rejet dans l'atmosphère d'une molécule qui s'appelle le CO2, le dioxyde de carbone, et que ça a un impact non négligeable sur l'environnement. Alors, je commence par la première, c'est la plus facile, ou presque. Eh bien, c'est que, comme je le disais, ces énergies-là ne sont pas des énergies renouvelables. Ça met plusieurs dizaines de millions d'années à se constituer. Donc le pétrole, le gaz et le charbon, c'est tout simplement lié à la décomposition de la biomasse d'une manière générale, et puis qui, sous certaines conditions de pression et de température, voilà, se contracte, se compresse, voilà, et ça fait une molécule de carbone notamment, voilà. Et donc ça, voilà, ce sont des énergies donc dites de stock, et donc ça veut dire que plus on tape dans le stock, moins il y en a. Voilà. Et aujourd'hui, eh bien, ça commence un petit peu à tousser. Et ça a commencé à tousser même un petit peu avant. Je ne sais pas si vous vous souvenez du choc pétrolier des années 70. Donc là, c'est la consommation d'énergie ramenée au nombre d'habitants. Donc évidemment, la consommation d'énergie a augmenté, mais le nombre de gens sur la planète a aussi augmenté. Okay, et donc vous voyez qu'entre 1950 et 1970, à peu près, la disponibilité d'énergie par habitant, elle a cru de 3% par an. C'est beaucoup, 3%. Hein. Et depuis les années 80, comme on a commencé à avoir des difficultés, le pétrole facile, vous allez le voir, on l'a trouvé, donc c'était plus difficile d'en trouver du nouveau, eh bien, cette disponibilité, elle a commencé à se stabiliser. On n'est plus qu'à plus un demi-point d'énergie par an. Donc il y a toujours un peu plus d'énergie par habitant, mais beaucoup moins qu'auparavant. Et alors ça pose une difficulté, parce qu'il y a des pays qui ont du pétrole et d'autres énergies fossiles, il y a des pays qui n'en ont pas. Et jusqu'à preuve du contraire, en France, et plus largement en Europe, on a un peu de pétrole, on a un tout petit peu de gaz, et encore un petit peu de charbon. Mais
pas suffisamment pour soutenir notre rythme. Et donc ça nous expose finalement à des risques sur l'approvisionnement en énergie. Quand on sait que l'énergie c'est l'économie, ça pose quelques problèmes. Ayez ça en tête. Ça, ce graphique, un peu compliqué, je vous l'accorde, il y a beaucoup de couleurs, mais il représente, c'est issu d'une étude qui a été publiée récemment, c'est pour ça que je vous le montre. L'Europe n'a pas de pétrole chez elle, à part en Norvège, mais ça décline énormément. Donc ça s'approvisionne chez ses voisins, et donc voilà la production de pétrole historique des principaux fournisseurs de pétrole à l'Europe. Et donc vous voyez ces projections qui ont été réalisées avec, comment dirais-je, un certain nombre de professionnels et d'experts du domaine de cette industrie. Et chacun table voilà, sur une évolution plutôt à la baisse de l'approvisionnement pétrolier en Europe. Donc si vous voulez la transition, vous voulez la faire, vous ne voulez pas la faire, ce n'est pas vraiment le sujet. C'est qu'elle arrive quoi qu'on fasse. Quoi qu'on fasse, il y en aura moins, et quoi qu'on fasse, il va falloir s'adapter à ça. La vraie question qui se pose, c'est est-ce qu'on s'organise pour la faire ou est-ce qu'on la subit? Je donne mon avis, il vaut mieux s'organiser. Parce que sans ça, c'est autant de chocs et autant de ruptures qu'il va falloir gérer demain. Alors ce petit graphique, qui lui aussi est un peu compliqué, je vous l'accorde, qui lui est un peu le même que le précédent, mais sauf que c'est plus la production d'énergie, c'est la production de pétrole en millions de barils de jour. Donc aujourd'hui, dans le monde, on produit à peu près 90 millions de barils de pétrole par jour. On produit et on consomme, hein. Encore une fois, modulo le stock, et c'est toujours sur l'axe vertical le PIB. Et donc vous constatez cet alignement qui est vraiment, pour ceux qui se rappellent de leur cours de maths, on a un R carré, donc un niveau de corrélation qui est absolument phénoménal, hein, il y a 3,9, donc c'est vraiment beaucoup. L'économie est complètement droguée au pétrole. Et vous voyez, il y a l'effet, vous reconnaissez l'effet du choc pétrolier des années 70-80, donc ça fout un peu le bazar, on change de mode et on repart à nouveau sur une croissance. Alors, vous voyez qu'on a besoin de moins de pétrole pour faire croître le PIB, mais néanmoins, il y a toujours cet alignement assez spectaculaire. Et donc ça, c'est l'impact. Parce que quand on fait du choc pétrolier dans les années 70, le premier effet qu'on a eu, c'est ne plus utiliser le pétrole pour des usages où on avait une alternative, typiquement la production d'électricité. Avant, il y avait des centrales au fioul. On cramait du pétrole pour produire de l'électricité. Bon, on a arrêté de faire ça, on a utilisé autre chose. En France, on a fait des centrales nucléaires. Ailleurs, ils ont fait d'autres trucs. Mais la mobilité reste quand même évidemment très carbonée, très pétrolière. Et voilà l'effet que ça a eu. Et donc, idéalement, si on veut faire notre transition, nous, ce qu'on veut faire, c'est ça. C'est-à-dire continuer à faire de l'économie, à créer de la richesse, mais avec moins de pétrole. Donc, imaginez-vous juste que, voilà l'effet du choc pétrolier, imaginez-vous ce qu'il va falloir faire pour vraiment basculer dans l'autre sens. Ça ne sera pas un long fleuve tranquille. Et électrifier les voitures, c'est bien, mais ça ne va pas suffire non plus. Je préfère vous le dire. Voilà, donc ça, c'est pour cette contrainte amont. Maintenant, on va passer à la deuxième contrainte, qui est, elle non plus, est pas piquée des hannetons. Alors, juste pour vous, quand même, vous redire de quoi on parle. Là, on parle de l'effet de serre. Donc, l'effet de serre, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que le rayonnement solaire, hein, qui est notre principale source d'énergie d'ailleurs, se retrouve en fait piégé à la surface de la planète parce qu'il y a la composition chimique de l'atmosphère le permet. On est très content d'avoir de l'effet de serre par ailleurs, parce que sans ça, il ferait beaucoup plus froid sur la Terre. Hein. Sur Mars, il n'y a pas d'effet de serre, il fait moins 25 tout le temps. Donc là, on a de l'effet de serre, c'est super, mais si on change la composition chimique de l'atmosphère et qu'on ajoute ces fameux gaz qui permettent de retenir le rayonnement à la surface de la planète, eh bien, on va effectivement augmenter la température. Voilà. Donc, en proportion, voilà à peu près les principaux gaz à effet de serre. Donc, vous reconnaissez le CO2, ce n'est pas le seul. Il y a aussi le méthane. Donc, le méthane qui est produit de plusieurs façons, hein, notamment par la digestion bigastrique des animaux qu'on élève. Je vous laisse, enfin, vous savez ce que je veux dire.
On a aussi des protoxydes d'azote, je ne rentre pas trop dans le détail, mais voilà un peu les principaux gaz à effet de serre qui aujourd'hui eh bien, alimentent cet effet. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'ils n'ont pas tous la même force. Hein. Par exemple, relâcher 1 tonne de méthane dans l'atmosphère, c'est comme si vous relâchiez 23 tonnes de CO2. Attention, parce que dans la Sibérie, aujourd'hui, il y a beaucoup de méthane qui est stocké et qui est glacé dans ce qu'on appelle le pergélisol. C'est comment dirais-je, un sol qui est en permanence gelé. Donc à 2 mètres sous le sol, il y a beaucoup de méthane qui est stocké. Et donc si vous, évidemment vous faites dégeler le sol parce qu'on réchauffe la planète, tout ce méthane, il va se mettre dans l'atmosphère et l'effet réchauffant, il est là. Pour les protoxydes d'azote, c'est encore pire. 1 tonne, ça équivaut à 300 tonnes de CO2. Bon, heureusement, ça c'est un peu sous contrôle, mais c'est pas quand même négligeable. Hein. Voilà, donc ça c'est principalement lié, si vous voulez, aux cultures et à l'usage d'engrais. Hein. Voilà. Donc ayez ça en tête. Alors, ce que je veux vous montrer ici, c'est un petit peu, du coup, qu'est-ce qui se passe finalement aujourd'hui et pourquoi est-ce qu'on alimente cet effet de serre. Donc là, vous avez les principaux réservoirs de carbone aujourd'hui dans notre environnement. Hein, donc l'atmosphère, les océans, le sous-sol, le sol et la surface, quoi, hein, donc ce qu'on appelle la biosphère. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que ces réservoirs, ils communiquent avec des flux plus ou moins forts et plus ou moins rapides. Donc typiquement, le carbone qui est stocké dans l'océan, pour qu'il vienne se stocker dans le sous-sol, ça prend beaucoup de temps. Ça prend beaucoup de temps. Typiquement, c'est pareil pour le carbone qui est stocké dans le sol pour qu'il aille dans le sous-sol. C'est ça qui... En fait, c'est le carbone qui est sur le sol, hein, donc les résidus de végétaux, d'animaux, etc., qui en fait se décomposent, tombent dans le sol, et c'est un processus qui est hyper long. C'est le processus de formation normale des hydrocarbures. Okay, donc ça, ce sont des réservoirs très lents. Les réservoirs rapides sont plutôt les autres. Ce sont ceux qui vont de la biosphère vers l'atmosphère, donc par le changement d'usage des sols, par exemple. Couper une forêt, voilà, ça change les flux de la biosphère vers l'atmosphère, ça limite en l'occurrence la photosynthèse, etc., etc. Il y a un gros incendie, il y a une éruption volcanique, j'en sais rien, enfin bon, ces phénomènes-là, voilà, caractérisent des échanges en fait entre ces deux réservoirs, et puis par ailleurs, il y a des échanges aussi assez rapides entre l'atmosphère et l'océan, il y a beaucoup de CO2 qui est dans l'atmosphère qui est dissous ensuite à la surface des océans. Voilà. Alors, du coup, quels sont les... voilà, alors qu'est-ce qu'on fait, nous, en fait, depuis 150 ans? C'est qu'on vient pomper le carbone qu'il y a là-dedans, qui a mis des millions d'années à se constituer, et du coup, du jour au lendemain, on le sort de ce réservoir-là et on le balance dans l'atmosphère. Voilà ce qui se passe, en réalité. Et voilà les flux, en fait. Donc, rappelez-vous... 40 milliards de tonnes, je ne sais pas si je vous l'ai dit, 40 milliards de tonnes, alors tout n'est pas lié, j'ai un graphique après pour le montrer, tout n'est pas lié à la combustion des énergies fossiles, mais 34 milliards de tonnes y sont associés, vous voyez. Donc le changement d'usage des sols, ça fait que de la biosphère à l'atmosphère, ça remet 5 milliards, mais la photosynthèse, l'évolution des forêts, patati patata, on arrive quand même à en réabsorber 14, il y en a 10 qui sont dissous dans les océans, d'ailleurs on est un peu sur le max possible. Ce qui fait que si vous faites la somme de tout ça, eh ben, tous les ans, dans l'atmosphère, il y a plus 15 milliards. Voilà ce qui se passe en fait. Et donc c'est vraiment un problème d'absorption, c'est un problème de stock. Voilà, on pompe dans ce stock et on sature l'atmosphère en CO2, donc on augmente l'effet de serre. Voilà. Donc là c'est le graphique qui aurait peut-être dû venir avant d'ailleurs, peu importe, où là je vous montre d'où viennent les émissions de CO2. Donc vous voyez 80%, ce qui fait à peu près 34 milliards, ça vient de la combustion de pétrole, de gaz et de charbon. Il y a un petit peu de l'usage des sols, on l'a vu. Et le dernier morceau, c'est l'industrie. Alors vous savez qu'il y a des industries qui intrinsèquement relarguent du CO2. Fabriquer du ciment, par exemple, la réaction de calcification, ça émet intrinsèquement du CO2, puisque c'est du CaCO3 plus je ne sais plus quoi, ça donne du CO2. Bref. Je ne m'attarde pas sur le sujet, mais fabriquer du ciment, intrinsèquement, au-delà de la chaleur qui est utilisée pour cette réaction, eh bien, ça émet du CO2 chimiquement. Bon, voilà, ça représente à peu près 5% du total. Donc, conséquence,
Vous voyez, ça c'est la concentration de CO2 dans l'atmosphère depuis l'an 0 jusqu'à aujourd'hui. Très bizarrement, il y a 150 ans, d'un coup, pouf, ça monte. Vous voyez, on est aujourd'hui autour de... Alors d'ailleurs, le graphique n'est pas à jour, parce qu'aujourd'hui, on est plutôt autour de 415 parties par million. C'est une unité qui mesure la concentration d'un gaz dans l'atmosphère. Et donc, vous voyez que l'évolution des températures depuis l'ère pré-industrielle, eh bien, petit à petit, ça augmente. Donc il y a plusieurs courbes, c'est plusieurs modèles en fait météorologiques. Bon, il y a des choses qui, enfin, tous ces modèles finalement vont dans la même direction, c'est ça qui est important. Et donc vous voyez qu'en 2020, eh bien, on est à peu près déjà à plus de 1 degré de réchauffement. On est déjà à plus 1 degré. Donc là, on s'en va vers le 2. Et c'est juste demain, nous qui décidons si on redescend plutôt vers 1,5 ou si on continue vers 6 degrés. Voilà, donc retenez une chose, c'est que, en fait, ces deux contraintes, c'est toujours la même histoire, c'est une question de stock et de flux. D'un côté, en amont, on surexploite des stocks d'énergie qui ne sont pas renouvelables avec des flux de prélèvement trop importants. Okay. Et de l'autre côté, en aval, eh bien, on sature l'atmosphère, le stock de CO2 de l'atmosphère, donc en CO2, avec des flux de recyclage beaucoup trop faibles. Voilà. Et donc tout ça, donc enjeux climatiques, énergétiques, ils sont intimement liés ensemble, et ils sont intimement liés à une chose, c'est le carbone. Donc c'est pour ça qu'on vous bassine avec cette histoire de CO2 et de carbone. Ok ? Alors, du coup, à votre avis, en Europe, le carbone, il est où ? Quels sont les secteurs qui, en Europe, sont à l'origine des émissions de CO2 ? Alors, j'ai le transport. Le premier, le plus fort, c'est le transport pour vous ? Alors, en Europe, c'est la production d'électricité. Pour 26%. Pourquoi ? Parce que les Polonais, les Allemands, et beaucoup d'autres encore, utilisent des centrales à charbon et à gaz. Ensuite, effectivement, c'est le transport pour une vingtaine de pourcents. Ensuite, l'industrie dont je vous parlais, ciment, production d'acier, raffinerie, chimie lourde, etc. Ensuite, auquel on pense rarement, l'agriculture, l'élevage en particulier. Donc il y a un peu l'élevage, enfin non, beaucoup l'élevage, mais aussi l'énergie qu'on utilise dans l'agriculture, les engrais, etc. Ensuite, c'est le chauffage des bâtiments, tertiaires et résidentiels. Et le dernier, c'est ce qu'on appelle les émissions fugitives, c'est un peu en fait, c'est un morceau de camembert qui se découpe en plein de choses, notamment liées aux déchets, etc. Alors, même exercice pour la France, là je vous donne la réponse. Alors oui, au total, pardon, en Europe, c'est quand même bien de le savoir. On est plutôt en 2017, donc récemment, ça a peut-être un petit peu augmenté ou peut-être un peu diminué, mais l'ordre de grandeur, il faut le retenir, c'est à peu près 4 milliards de tonnes de CO2 en Europe, chaque année. Okay. Et du coup, en France, voilà la situation. Donc en France, effectivement, le premier poste, c'est les transports. Et ensuite, à part quasiment égal, on a le bâtiment, l'agriculture et l'industrie. On a un petit peu pour la production d'énergie, parce qu'on a quelques centrales au gaz qui tournent, vous savez, pour nous permettre de passer la pointe de la demande. Et enfin, un dernier morceau sur les déchets. Donc ça, sur notre territoire, en France, on émet 435 millions de tonnes. Ça fait à peu près, il faut voir, c'est 10% de l'Europe et 1% du monde. Chez nous, sur notre territoire. Et donc vous voyez qu'il manque une petite légende là. Le 53%, ce sont les véhicules particuliers. Voilà. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'aujourd'hui, il y a près de 95% des véhicules, en France, qui sont des véhicules thermiques. Voilà. Donc l'électrification, les hybrides, etc., un petit morceau. Encore, demain, beaucoup plus. Vous voyez aussi que l'aérien, c'est un tout petit morceau. Mais alors ça, c'est parce que ça ne concerne que les vols domestiques. Et donc en fait, il n'y en a pas beaucoup. Il se trouve que c'est assez limité. Voilà, donc il faut voir que la mobilité routière représente, vous voyez, un très 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 gros morceau des émissions du transport. Les émissions du transport en France, c'est ça, c'est la route, principalement. Alors, ces émissions sur notre territoire, si on le rapporte à la population, enfin à l'individu, ça fait
6,6 tonnes de CO2 par personne, réparties de cette manière. Mais, comme vous le savez, nous commerçons beaucoup avec nos voisins, et avec nos voisins, même pas forcément nos voisins très loin, avec les Américains, les Chinois, les Indiens, etc. On vit dans une économie mondialisée, ce qui fait que lorsque vous achetez, vous, un iPhone qui est fabriqué en Chine, ça aussi a une empreinte. Et on pourrait se dire, il faudrait rapatrier ces émissions pour vraiment avoir la vraie empreinte, notre vraie empreinte carbone. Et si on fait ce petit exercice, voilà la situation. Donc, j'enlève les exportations, les émissions liées aux exportations, et je rajoute les émissions liées aux importations. Et vous voyez que ça double presque l'empreinte véritable de notre activité. En fait, ce qui s'est passé, je vais vous le dire, depuis les années 50, on a d'une manière générale expatrié nos activités industrielles et donc les émissions qui y sont associées. Le fait de délocaliser la production industrielle, aujourd'hui la France, l'économie française c'est 13% pour l'industrie, il me semble, si ma mémoire est bonne, les choses qu'on consomme pour autant et qui existent bien, qui sont fabriquées, elles ne sont plus fabriquées chez nous, elles sont fabriquées ailleurs, mais ça a un impact. Et donc l'impact, il est là. Et donc, à la fait, chacun d'entre nous aujourd'hui, nous émettons en moyenne par an 11 tonnes de CO2. 11 tonnes. Si nous voulons être en phase avec nos objectifs climatiques, donc encore une fois les fameux 2 degrés, etc., à votre avis, il faut passer à combien? On est à 11, il faut passer à combien? Qui dit mieux? Il faut dire mieux. Passer à 2. L'objectif pour la France, c'est 2. On est à 11, passer à 2. Il faut diviser par 6. Voilà. Il faut diviser par 6. Donc ça ne veut pas dire que vous êtes responsable. Enfin, vous êtes responsable. Ça ne veut pas dire que il faut vivre comme un asset demain. Il y a une part qui est liée à votre action individuelle, il y a une part qui est liée aussi aux infrastructures et tout simplement à l'environnement dans lequel on vit. D'ailleurs, je crois que c'est un quart votre responsabilité où vous dites bon, je baisse le chauffage chez moi, je ne prends plus l'avion, j'arrête de manger du bœuf ou je ne sais pas quoi. Vous verrez que c'est ça qui en fait est le plus fort dans l'empreinte carbone. Mais en tout cas, voilà, il y a aussi une autre part qui est liée aux services qu'on utilise et dont on n'est pas forcément responsable et qui sont liés plutôt à la société dans laquelle on vit. Bon. Mais en tout cas, voilà, ayez ces ordres de grandeur en tête. Alors voilà, un peu la situation. Donc maintenant, pourquoi est-ce que c'est grave, docteur, et quelles sont les conséquences de tout ça? Le réchauffement climatique, donc là c'est le fameux graphique qui vous montre qu'en fait, quelle que soit la trajectoire et les choix que nous faisons aujourd'hui, eh bien, demain, ces impacts n'auront lieu que dans la deuxième moitié du siècle. Donc chaque trait de couleur, c'est un scénario de réchauffement qui est aujourd'hui analysé par le GIEC, donc ce fameux groupement de scientifiques dans le monde, qui sont très légitimes, encore une fois, dont la parole est très difficilement, peut très difficilement la remettre en cause. Et donc, vous voyez, ils ont fait plusieurs modèles. Et d'ailleurs, ces modèles, vous voyez, ils les ont fait tourner aussi pour les valeurs historiques, l'histoire de les calibrer, et voilà ce que ça donne. Donc, vous voyez, le trait orange, c'est vraiment le scénario hyper optimiste où on arrive à limiter le réchauffement à 1,5 degré. Je ne vous raconte pas ce que c'est ce scénario, parce que ça va partir en courant, mais c'est quand même un truc très dur. Il faut vraiment faire des efforts très importants et très rapidement. Vous voyez que malgré tout, on passe par 2 degrés en 2050. Donc ce n'est qu'après. Et donc ça veut dire 2 choses. Déjà, qu'il ne faut quand même pas arrêter d'agir très vite et très fort, mais ça veut aussi dire que les conséquences du changement climatique, dont je vais vous en montrer quelques-unes, il va falloir aussi vous y préparer. Vous n'y échapperez pas. Et vos enfants non plus d'ailleurs, ni vos petits-enfants. C'est ça qu'il faut avoir en tête. Il faut s'adapter, il faut se préparer dès maintenant. D'aucuns diraient, oui mais la France c'est 1% ou 3% des émissions dans le monde, c'est-à-dire même si nous on se serre la ceinture, c'est les Chinois qui vont continuer à émettre, les Indiens, donc autant rien faire et autant continuer à profiter. Oui, sauf que non. Il y aura des conséquences très fortes. Et ça, nous, notre intérêt, c'est de s'y préparer et de nous y adapter. Heureusement, s'adapter, c'est à peu près la même chose qu'atténuer. Il faut à peu près avoir le même niveau d'action. Et j'y reviendrai si vous le voulez après. Bon, en tout cas, ça c'est ma fameuse histoire de glaciation et de déglaciation. Donc là, vous l'avez
en image. Donc voilà l'Europe il y a 20 000 ans, voilà l'Europe aujourd'hui. Et bien, la différence entre les deux, c'est ces fameux 5 degrés dont je vous parlais. Voilà, donc là il y a 500 000 habitants, là il y en a 500 millions. Si on rajoute demain 5 autres degrés, à votre avis, qu'est-ce que ça va faire? Bah, ce monde-là, je n'ai pas spécialement envie de grandir dedans, enfin vieillir dedans, parce que ça sera vraiment des transformations, un choc pour l'environnement et pour l'humanité qui sera proprement ingérable. Donc gardez bien ça en tête, 5 degrés, 2 degrés même, hein, c'est vraiment quelque chose déjà d'assez traumatisant. Alors, du coup, bon, les conséquences, vous les connaissez déjà. Ça veut dire des événements météorologiques extrêmes. Je vous rappelle que le toit de l'église de Saint-Nicolas de Bourgueil, il y a eu une tornade. Hein, une tornade qui a flingué le toit. Hier, l'orage qui est tombé. Alors bon, l'orage, ça va encore, mais voilà, il y a eu des phénomènes météorologiques assez exceptionnels, assez inédits en France aussi. Voilà, donc ça va devenir la norme. Il fait chaud de plus en plus l'été, de plus en plus souvent, de plus en plus longtemps, il pleut de moins en moins, etc. Tout ça, évidemment, ça a un impact. Je ne sais pas si vous aviez cette info, mais si on continue sur la lancée, il y aura bientôt plus de hêtres en France, parce que ces arbres meurent sur pied. J'ai discuté il n'y a pas longtemps avec un ingénieur des eaux et forêts, il paraît que c'est une véritable catastrophe. Donc ce n'est pas les seules conséquences. Hein. Il y a aussi le fait que si le climat change, ça veut dire que la zone dans laquelle de viabilité de certains insectes, de certaines maladies, ça va aussi remonter. Alors je ne suis pas en train de vous dire que le Covid c'est le changement climatique, encore que, on ne sait pas, mais peut-être. Mais ça veut dire qu'il y a des maladies qui vont monter, il y a des choses, voilà, il y aura des crises sanitaires sans aucun doute. Et puis nos amis hollandais, ils sont un peu emmerdés parce que s'ils font rien, si on fait rien, dans 80 ans, ils ont les pieds dans l'eau. Et ça, c'est la Hollande avec 1 mètre d'eau en plus. Bref, donc nous, en France, ça veut dire c'est la région de Nantes, la région de Bordeaux, la Camargue, bref, j'en passe. Voilà. Donc il faudra expliquer à tous les gens qui habitent par là qu'ils ne pourront plus y habiter. Voilà, donc c'est tout un tas de... En fait, si vous voulez, il y a un effet de... Ça va se propager à tellement de choses, ça va tellement stresser nos sociétés, qu'ils le sont déjà un petit peu, vous l'avez remarqué, encore davantage. Et c'est vraiment, on va au-devant de choses qui sont très, 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 très compliquées et qui vont être de plus en plus compliquées à gérer. Voilà. Donc, 2 choses à retenir. Un changement climatique brutal en un siècle, ça entraînera en fait un choc qui sera complètement ingérable par nos sociétés, mais aussi pour l'environnement. Et par ailleurs, 2e chose à retenir, c'est que l'inertie du système climatique, hein, le fait que les effets se fassent sentir avec 30 ou 40 ans de décalage, hein, c'est pour ça qu'il va faire 2 degrés en 2050, fait que, quelles que soient les actions qu'on entreprendra aujourd'hui, on y sera quand même confronté. À nous de choisir demain, enfin plutôt après-demain, dans la deuxième moitié du siècle, ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut l'enfer sur Terre ou est-ce qu'on veut quelque chose de géré et de maîtrisé? Retenez bien aussi ça, c'est que la transition, qu'on le veuille ou non, aura lieu. La vraie question, c'est est-ce qu'on l'organise ou est-ce qu'on la subit? C'est ça le sujet. Alors, en guise de conclusion, voilà quand même un élément pour vous dire la vitesse à laquelle il faut agir. Donc, si on s'était mis à bosser en 2000, vous savez, en 2000, hein, bon, vous voyez, la courbe, elle aurait été que de 2% par an, la courbe de réduction. 2%, ça se gère encore. Là, si on commence à bosser demain, parce qu'on n'a pas encore commencé à bosser, hein, je vous le dis, là, on se gargarise avec la transition bas carbone, etc., mais il n'y a rien du tout aujourd'hui. Hein. Dites-vous bien une chose aussi, quand on vous parle de transition énergétique, sans vous parler de pétrole, de gaz et de charbon, on vous balade. On vous balade. L'objectif, c'est réduire pétrole, réduire gaz, réduire charbon. Tous ceux qui vous disent « oui, on va faire des renouvelables, etc. », ça c'est... Non, s'il n'y a pas ces 3 mots-clés, ça ne veut rien dire. S'il n'y a pas fossile, ça ne veut rien dire. C'est du vent. Ayez bien ça en tête. Donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire, c'est moins 6% par an. À votre avis, le Covid, la crise du Covid, donc en 2020, là, on s'est arrêté pendant 3 mois, un peu plus même,
De combien ça a fait... Quel était l'impact, à votre avis, sur les émissions mondiales, la crise du Covid? Allez, lancez-vous. Moins 5? Moins 5 ici? Alors, il y a quand même eu un effet, effectivement. C'est moins 4, moins 5. Moins 6 par an, c'est un Covid par an. Je vous laisse réfléchir. Voilà. Donc, c'est pour vous dire, en fait, que ça ne va pas être un long fleuve tranquille et que ça ne va pas être si facile que ça. Alors, pour la mobilité, quelle solution? On a beaucoup parlé de technique, on a beaucoup parlé de nouveaux véhicules, on en parlera, c'est hyper important évidemment, parce que vous savez que donc, les voitures particulières, c'est aujourd'hui, enfin les véhicules de manière générale, c'est beaucoup du carburant, de l'essence, du diesel, donc du fossile. Donc il faut sortir de ça, donc il faut aller vers le haut, on est d'accord, mais ça ne suffira pas. Compte tenu de l'effort qu'il va falloir accomplir, on ne pourra pas aussi se priver d'une certaine forme de sobriété dans l'usage. Donc aller vers des solutions, donc faire de l'éco-conduite, faire du covoiturage, de l'autopartage, réduire les portées, réduire aussi peut-être la mobilité. Hein. C'est aussi une vraie question, optimiser les déplacements, etc. Tout ça, en fait, on ne pourra pas s'en priver, ça va forcément être une combinaison des deux. Et encore une fois, vous n'aurez pas le choix. Vous n'aurez pas le choix. Vous pouvez décider de rien faire, d'attendre 30 ans, et puis dans 30 ans, vous prendre un mur, et celui-là, vous n'en relèverez pas, ou choisir aujourd'hui d'agir véritablement pour vous préparer, peut-être à investir, c'est une vraie question, c'est vraiment la nécessité, et bien pour préparer cette fameuse transition. En tout cas, sur cette question de l'usage, là-dedans, vos conducteurs sont évidemment des pivots là-dedans. Parce que la transition, c'est évidemment des investissements, c'est beaucoup d'euros, mais c'est aussi des habitudes à changer très fort et très vite. Des comportements de conduite, la voiture, c'est la liberté, il y a tout ça qu'il va falloir repenser, reconstruire. Il y a tout un récit, toute une histoire à raconter, et ça, il faut évidemment impliquer vos collaborateurs là-dedans pour faire la transition de vos flottes. Là, je repasse un focus sur le sujet qui nous occupe aujourd'hui. Le conducteur, voilà, son comportement, c'est ce qui est écrit, sont absolument clés dans cette transition. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai tenu mon... pas du tout, mais c'est bon. Si, c'est bon. Alors ok, super. Ben voilà, donc si vous avez quelques questions, je ne sais pas si on a le temps, mais je serais très heureux d'y répondre évidemment. Merci. Oui, monsieur. Comme vous avez présenté très bien, le scénario est assez catastrophe. Mais il y a une dimension qui nous fait des choses à plus de population. Sauf que la population elle va augmenter, on parle de 9 voire 11 milliards de personnes sur Terre. Alors, c'est là, du coup, il y a plus rien à faire si on prend cette dimension en compte. Alors, vous avez raison, la population, c'est un des déterminants... Pardon, le micro, oui. La population, c'est évidemment un déterminant des émissions, mais cette population, si vous voulez, c'est peut-être le paramètre qu'on a le plus de mal à effectivement contrôler. C'est un sujet qui est, dans toutes ces discussions, un peu tabou. Dès qu'on dit, oui, ce serait bien de calmer un peu le jeu sur la population, voilà, c'est un sujet qui est compliqué, qui est très compliqué. Je ne suis pas sûr que ça soit la solution. Parce que, bon, voilà, il va falloir probablement faire 100. Mais ça ne veut pas dire que c'est impossible. Hein. Là, ce que je voulais vous présenter, évidemment, c'est catastrophe, c'est un petit choc, parce qu'il faut quand même avoir les enjeux et les ordres de grandeur en tête. Ça ne veut pas dire, évidemment, que c'est impossible. Nos modes de vie et l'image qu'ils représentent pour les autres. La clé de cette transition, elle se situe, certes, dans nos sociétés modernes, elle se situe aussi beaucoup dans des pays qu'on appelle un peu en développement. Vous savez, par exemple, qu'il y a, je crois, la moitié des immeubles qui seront construits en Inde, enfin qui existeront en Inde dans 20 ans, qui ne sont pas encore construits. Bon, ces immeubles-là, ça serait bien s'ils les construisaient bien. Pareil pour les voitures, pareil pour tout ça. Vous voyez, donc il y a vraiment cet effort à mener. Après, vous avez raison, il y a des tendances qui sont embarquées, qui vont être très difficiles à contrôler, et la population en fait partie.
Mais je ne suis pas sûr que mettre en place au niveau mondial une politique de contrôle de la démographie soit évidemment quelque chose de possible, mais en même temps, on n'a pas le choix que, donc, du coup, d'agir sur les autres sujets, quoi. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à votre question, je suis bien conscient d'être, comment dirais-je, d'apporter que quelques morceaux, mais en fait, la planche de salut, c'est vraiment décarboner l'énergie. Hein, donc et puis probablement d'en consommer moins. Beaucoup moins. Voilà. Alors quel est l'impact ensuite sur l'économie? Ben, voilà, je vous ai montré les quelques liens qui existaient entre cette consommation d'énergie et la croissance de la richesse. Alors, est-ce que vous avez une autre question, peut-être? On peut en parler après au déj, hein, je ne sais pas si on a le temps, s'il y a encore, si. Il y a peut-être une autre question, non? Je vous ai sonné, là, c'est terrible. Je suis désolé. On a envie de boire, oui. Ok, bon, bah écoutez, merci beaucoup en tout cas de votre attention.